Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. C'est une autre histoire, mais c'est tous les deuxièmes vendredis du mois, de 13h à 14h, notre cours d'histoire sur l'histoire du monde, sur l'histoire de France, sur l'histoire de la Savoie parfois. Et c'est avec maître Julien Donzel qui est là comme chaque mois avec nous pour notre plus grand plaisir. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Bonjour papa, maman. Bonjour papa et maman. Voilà. Bonjour Marion, elle arrive à nous capter. Ça y est, bon. Marion arrive à nous capter, tout va bien, on va pouvoir commencer. Eh ben, écoute, c'était toujours un réel bonheur de t'avoir de 13h à 14h pour ce cours d'histoire que tu assures toujours avec talent. Aujourd'hui, bonheur partagé, Jean-Pierre. Merci. Nous faisons un bond de 80 ans puisque nous allons au mois de mai 43 dans cette période trouble de la Seconde Guerre mondiale où le 27 mai 1943, après bien des efforts, après bien des tragédies, après bien des larmes, la France avait rendez-vous avec elle-même, puisque c'était la première réunion du Conseil national de la résistance présidée par un certain Jean Moulin. Je ne veux pas en dire plus, mais voilà une des dates très importantes dans l'histoire de notre pays, puisque enfin, depuis la chute de 1940, depuis la défaite de 1940, un semblant de France reprenait vie officiellement. Julien, on t'écoute. Eh bien, bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Donc papa, maman. Alors, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, donc c'est la 25e émission quand même. Comme ça passe. 2 ans de chronique consacrée à l'histoire. Alors merci à tous pour votre fidélité, votre confiance. Merci à Jean-Pierre et Sandra. Merci à toi, Julien. Me permettre de m'exprimer au micro. Tous les mois, avec beaucoup de plaisir. Et beaucoup de chaleur humaine. Et puis il faudrait que ces 25 exposés que tu as déjà fait, il faudrait qu'on en fasse un livre bientôt. Bah pourquoi pas. Une revue ? Oui, pourquoi pas. Hein ? Parce que toujours des exposés qui sont complets, avec beaucoup de talent et tout. Donc pourquoi pas, il faudra qu'on y pense. Tout à fait, c'est vrai. Allez, on t'écoute. Alors le mois dernier, nous étions plongés dans l'histoire de l'art, puisque nous avions parlé d'Edmond Rostand et de Cyrano de Bergerac. Le mois d'avant, on était encore dans l'histoire de l'art, puisque nous avions parlé de Jean-François Champollion et des hiéroglyphes, qui sont quand même aussi des œuvres d'art. Lorsque vous vous rendez en Égypte, vous voyez vraiment à quel point les Égyptiens maîtrisaient la sculpture et la taille des hiéroglyphes dans la pierre. Donc on peut vraiment considérer cela comme de l'art. Mais aujourd'hui, comme l'a indiqué Jean-Pierre, on change de registre, avec un retour à une histoire un peu plus contemporaine, puisque nous allons évoquer, comme tu l'as dit, la création, c'était le 27 mai 1943, donc il y a quasiment 80 ans, du CNR, donc c'est, on va dire, le Conseil national de la résistance. Et non pas la Compagnie nationale du Rhône. Hein. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, beaucoup semblent l'avoir oublié, mais cette date, elle est aussi fondamentale pour l'histoire française que l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Mais, bien sûr, vous en avez l'habitude. Avant de rentrer plus en détail, nous allons nous plonger dans le contexte de la France et de l'Europe. Et bien sûr, la France de 1943, et nous sommes au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Alors, du côté de la France libre, qu'on appelle communément FFL, Force Française Libre, De Gaulle peut compter sur une armée de seulement, en 1943, 50 000 hommes, dont plus de la moitié issus des colonies. Alors en fait, quand je dis 50 000, ce sont seulement des fantassins, mais en tout, ce sont 70 000 hommes, marins, aviateurs et fantassins. Il peut compter sur une armée, alors qui est certes modeste, puisqu'il faut vous rendre compte qu'en 1944, l'armée allemande, c'est quand même 14 millions de soldats, d'hommes sous les drapeaux. Et il peut également compter parmi des hommes fidèles et parmi eux des généraux talentueux. Donc on connaît tous le général Leclerc, le général Koenig, le général Delatte de Tracigny. Puis plus tard, à partir de 1943, on va parler du général Join, qui sont aujourd'hui des noms entrés dans la légende, dans l'histoire militaire française, et qui ont la particularité d'avoir tous été, après, nommés maréchaux de France. Maréchaux de France, alors que ce soit de leur vivant ou à titre posthume, puisque certains nous ont quittés comme Leclerc. Prématuré, comme, tout à fait. Et donc, maréchal de France, qui n'est pas un grade, qui est une... C'est ça, une distinction. On reste général, mais voilà, on passe maréchal de France, c'est une distinction. On obtient son bâton de maréchal. Son bâton de maréchal. Sur le front intérieur, alors la résistance, elle est, on va le dire, pour le moins dispersée, avec une estimation entre 260
a plus de 300 réseaux de résistance et ces réseaux regroupent 100 000 personnes, hommes, femmes, qui œuvrent, alors on va dire de près ou de loin, pour la libération de la France. Alors quand je parle de œuvrer de près, alors c'est vraiment dans des actions coup de poing menées contre l'ennemi, donc ça peut être des assassinats de gradés, ça peut être également des attaques contre les infrastructures, contre les lignes de communication, bien sûr les chemins de fer, les lignes téléphoniques. Donc ce sont des actions, on va dire, directes, et il y a également des actions indirectes, de loin, mais qui sont tout aussi essentielles. La distribution de messages, la cache de résistants. On ne prend pas part directement au combat, mais par contre, on a une action qui est fondamentale pour les efforts de la résistance. Le nombre de résistants, il s'est accru depuis juin 1941, pour une raison simple, c'est qu'en juin 1941, il y a l'invasion de l'URSS, c'est l'opération Barbarossa, et les communistes qui étaient en retrait, puisque vous le savez, entre 1939 et 1941, il y avait un pacte entre l'Allemagne nazie et l'URSS de Staline. Le pacte germano-soviétique. Germano-soviétique, oui. Voilà. Et donc, à partir de l'invasion de l'URSS, le Parti communiste par le Parti de Vichy est mis hors la loi, et donc les communistes vont gonfler les rangs des résistants. Autre exemple de décision qui a permis de gonfler la résistance, c'est l'instauration en février 1943 du STO, le service du travail obligatoire, qui obligeait les jeunes Français à travailler pour l'effort de guerre allemand. Les Allemands souhaitaient plusieurs centaines de milliers de Français quitter la France pour travailler dans les usines allemandes, et le résultat, c'est seulement 70 000 volontaires qui se sont rendus en Allemagne, mais il y en a des milliers d'autres qui ont gonflé la résistance et les maquis, et cette personne, notamment bien sûr des jeunes hommes, on les appelle les réfractaires. Dans la France occupée, il y a des maquis, comme vous le savez, ces maquis étaient constitués de résistants, alors armés bien sûr. Alors quand je vous dis résistants armés, ce sont des résistants légèrement armés. Il faut pas vous imaginer des maquis avec des canons de gros calibre. Quand il y a dans un réseau de résistants un mortier, c'est déjà très bien. Mais ils sont équipés de mitrailleuses, de fusils, parfois de fusils de chasse, parce qu'on essaie de se battre avec ce que l'on a. Bien sûr. Et ces maquis sont constitués dans des lieux où il y a du relief, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, et ou dans des lieux où la géographie permet de se cacher, notamment dans la forêt. En fait, c'est simple, on mène des actions de coup de poing contre l'occupant, et ensuite, on se retire et on se cache, soit en montagne, soit en forêt, des lieux qui sont plus difficiles pour aller débusquer comme le Vercors, comme voilà, bien sûr les glières chez nous, et puis l'Ain, le Bugey, etc. Bugey. Alors les maquisards, notamment à partir de 1943, ils vont bénéficier de l'aide matérielle des Alliés, donc surtout les Anglais et les Américains, par des parachutages qui vont permettre d'accroître leur armement. Et en Savoie, on se souvient bien sûr du parachutage du Césy, le 1er août 1944, commémoré chaque année. Au niveau des maquis, nous en dénombrons plus d'une cinquantaine, et ils étaient recensés en 1943, et les principaux sont le maquis de l'Ain et du Haut-Jura, le maquis des Glières et du Vercors dans les Alpes, le maquis de Saint-Marcel en Bretagne, et le maquis du Mont-Mouchin et du Limousin dans le Massif central. Donc vous voyez qu'on est surtout sur des maquis qui ont des positions plus élevées, donc plus faciles à défendre. Alors attention, on est en 1943 et on ne parle pas des forces françaises de l'intérieur, car l'appellation officielle des FFI, elle date du 1er juin 1944. En fait, d'un point de vue plus global, si on essaye de lever un peu la loupe, la situation en 1943, c'est pas du tout celle de 1942, car enfin, les Allemands reculent. Alors, à l'Est, il y a eu la défaite de Stalingrad en février 1943, où la Wehrmacht a perdu sa réputation d'invincibilité, et aussi une partie de ses capacités offensives. Je vous invite à écouter le replay de l'émission du mois de février, où nous avions consacré l'heure à la bataille de Stalingrad. En Afrique, le 8 novembre 1942, il y a eu un débarquement allié, c'est la fameuse opération Torche, en Algérie et au Maroc. Et cette opération marque en fait le début de la fin de la présence de l'Axe en Afrique du Nord. Quand je parle de l'Axe, c'est bien sûr l'Allemagne et ses alliés. Et pour l'Afrique du Nord, c'est surtout l'Allemagne et l'Italie.
On peut d'ailleurs faire une émission entière sur l'Africa Corp du général Rommel. Et le renard du désert. Le renard du désert, et parler de la célèbre bataille d'El Alamein de novembre 1942. Donc vous constatez que fin 42, début 43, l'Axe recule en Afrique. En fait, l'initiative en ce début d'année 43, elle est clairement passée dans les mains des Alliés. Et avec une supériorité qui se dessine peu à peu, il faut penser à l'après-guerre. Et donc, il faut se préoccuper de l'avenir politique de la France. Alors aujourd'hui, le fait que Charles de Gaulle soit le chef de la France libre, alors c'est une chose qui nous semble d'une logique imparable. Mais il y a 80 ans, c'était loin d'être le cas, car les Américains, alors les Américains c'est important parce que c'est la première force militaire mondiale à l'époque avec les Soviétiques, et les Américains ne voient pas d'un bon œil l'arrivée de Charles de Gaulle au pouvoir. Lui qui est un militaire de carrière, qui n'a pas de mandat électif et qui s'est autoproclamé chef de la France, et d'une France de surcroît vaincue. Et quand je dis vaincue, c'est humilié, puisque la défaite de juin 1940 a vraiment été un cataclysme. C'est la pire défaite de l'histoire de la France. Et je vous invite à écouter le replay de l'émission du mois de juin 2021 où nous avions évoqué cet épisode tristement célèbre. En fait, Roosevelt, qui est le président américain, il est conseillé par Jean Monnet, que vous connaissez puisque c'est l'un des pères fondateurs de l'Europe, lui préfère le général Giraud. Et ce général Giraud, qui est un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui, oui, c'est vrai, qui est un peu un empêcheur de tourner en rond, qui peut-il être ? Alors, Henri Honoré Giraud, c'est un général, un chef de guerre. Il a été capturé pendant la campagne de France le 18 mai 1940, 8 jours après l'attaque allemande de la France, de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas. C'est un général qui a participé auparavant à la guerre du Rif. Donc on est sur l'actuel Maroc. C'était une guerre qui s'est déroulée dans les années 20. Et bien sûr, pendant la Première Guerre mondiale. Il a été aidé par les Anglais dans son évasion d'un stalag allemand. En fait, les Anglais lui ont mis à disposition un sous-marin pour qu'il puisse s'échapper et regagner l'Angleterre. Et il apparaît en fait comme étant l'homme des Américains. Et les Américains, ils ont des plans particuliers pour la France, parce que la France, elle doit être traitée à l'issue de la guerre comme un pays occupé. Et déjà, les Américains préparent une administration, on va dire, favorable, inféodée aux intérêts américains. Sûr, oui. Et ils ont d'ailleurs même créé une monnaie qu'on appelle la monnaie drapeau, qui devait être éditée aux États-Unis. Et pour rien vous cacher, cette monnaie a commencé à être éditée, puisque dans certains musées, vous pouvez en voir des exemplaires. D'ailleurs, pour vous citer un exemple de la crainte qu'inspire De Gaulle aux Américains, il y a un message qui a été envoyé par Roosevelt à Churchill, qui mentionne, je cite, « De Gaulle est peut-être un honnête homme, mais il est en proie au complexe messianique. Je ne sais qu'en faire. Peut-être voudriez-vous le nommer gouverneur de Madagascar. » Voilà le destin que les Américains auraient voulu pour le général de Gaulle. Et d'ailleurs, pour les Américains, le seul interlocuteur légal français, pas le général de Gaulle, c'est le maréchal Pétain. C'est Philippe Pétain. Et ça, jusqu'en novembre 1942. C'est tout le problème entre la légalité et la légitimité. Et les légitimités, tout à fait. Et donc, vous imaginez bien que pour De Gaulle, cela, c'est inimaginable. En janvier 1943, Winston Churchill, qui a des relations, on va dire, plus ou moins apaisées avec le général de Gaulle, ce sont deux hommes qui se respectaient, mais qui n'avaient pas forcément les mêmes idées sur la manière de mener la guerre. Et avec l'aide de Roosevelt, est organisée à Casablanca une conférence où on doit parler de la suite de la guerre en Europe. Une rencontre est organisée entre De Gaulle et Giraud, et il est convenu d'une direction conjointe des forces françaises par une coprésidence du Comité français de libération nationale. Pour sceller cette attente entre Giraud et De Gaulle, on prend en photo une poignée de main, mais cette poignée de main, elle est glaciale. Les témoignages nous rapportent que les photographes ont dû se prendre à plusieurs reprises, je crois c'est 3 ou 6 fois, pour avoir une photo où on voit les deux hommes se serrer la main avec un peu de conviction. Avec un peu de conviction. C'était enfin tout ça. Voilà. Et De Gaulle, son objectif, c'est de mettre à l'écart petit à petit Giraud, qui est jugé trop favorable à Vichy et surtout trop timoré vis-à-vis des Américains. Et pour y parvenir, il faut que Charles de Gaulle soit officiellement reconnu par l'ensemble des réseaux de résistance comme étant le seul et unique chef de la France libre. Et c'est là, bien sûr, que va entrer en jeu Jean Moulin, qui est né en 1899 et qui est décédé en 1943. En fait, Jean Moulin, c'est probablement le plus grand héros français civil du XXe siècle. Jean Moulin, il n'est pas un inconnu en France,
dans les années 40. Il a été sous-préfet d'Eure-et-Loir en 39-40. Mais avant, il a été sous-préfet d'Albertville, en Savoie. Et directeur de cabinet d'un certain ministre de l'Air. Pierre Cotte, Savoyard aussi. Savoyard également. Donc on arrive souvent à faire des liens avec notre beau département, même quand nos chroniques peuvent paraître avoir un destin national, voire mondial. Et ben on arrive quand même toujours à avoir un peu de Savoie. Et il n'est pas inconnu puisqu'il est rentré dans la résistance très tôt, puisque étant préfet d'Eure-et-Loir, il s'engagea tout de suite après la défaite dans la résistance parce qu'il a refusé de signer un document qui, bien sûr rédigé par les Allemands, qui mettait en cause les tirailleurs sénégalais dans des exactions contre les civils. Et vous imaginez que pour Jean Moulin, c'était un déshonneur de signer un document mensonger qui incriminait les troupes coloniales, et donc il refuse de signer. Il est bien sûr torturé, enfermé une première fois, mais nous verrons ensuite la suite de mon propos après une pause musicale. Après une pause musicale, on parlera de Jean Moulin et de cette première réunion du Conseil national de la résistance, 27 mai 1943 à Paris, 6 rue du Four. On revient tout de suite, Julien, sur le 92.1 radiograndlac.com. À tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. De retour à 13h20 en direct, le deuxième vendredi. En direct, Jean-Pierre ? En direct. Avec notre ami Julien et son cours d'histoire. Et là, on parle de résistance. On parle de Jean Moulin et on va arriver sur le 27 mai 1943, première réunion du Conseil national de la résistance. Une date très importante dans l'histoire de France. Julien, on t'écoute. Donc avant la pause musicale, nous avons parlé un peu, nous avons fait un état des lieux de la résistance en France en 1943 et nous avons commencé à évoquer le destin de Jean Moulin qui avait refusé d'incriminer des troupes coloniales et qui a été arrêté, enfermé et frappé et torturé par les Allemands dès le mois de juin 1940. Et en fait, pour déjà ne pas parler et enfin en tout cas ne pas avoir à signer un document mensonger, Jean Moulin fait une tentative de suicide et se tranche la gorge le 18 juin 1940. Et c'est pour cacher cette cicatrice qu'il porte régulièrement une écharpe, comme on peut le voir sur les clichés de Jean Moulin. Alors, une petite anecdote. Oui. Le cliché le plus célèbre que vous connaissez tous, où vous voyez Jean Moulin avec son chapeau. Devant un mur, là. Devant un mur. Alors, c'est une photo qui a été prise à Montpellier. Il porte bien sûr une écharpe, mais cette écharpe, c'est pas pour cacher une cicatrice, puisque cette photo a été prise en février 1940, c'est-à-dire avant l'invasion de la France. Mais en tout cas, ce sont les témoignages que nous avons de Jean Moulin portant une écharpe pour cacher la cicatrice qu'il s'est faite au cou. Alors bien sûr, ne pouvant accepter un préfet hostile aux Allemands, il est révoqué de la fonction préfectorale le 2 novembre 1940, et dès après, il se charge de prospecter en zone libre pour constituer un réseau de résistance. Alors quand je parle de zone libre, on va dire de zone dite libre, puisque cette zone libre, c'est la France de Vichy et du maréchal Pétain, que l'on peut difficilement qualifier de libre, mais c'est l'appellation que l'on donnait à l'époque avec la zone nord occupée, donc zone occupée, et la zone sud du maréchal Pétain, zone libre. On a en fait ici un résistant de la première heure, hostile à l'occupation allemande, à l'idéologie nazie et bien sûr au régime de Vichy. Jean Moulin entre dans la clandestinité, il se fait dans un premier temps appeler Joseph Mercier, et durant 2 ans, il va risquer sa vie à chaque moment de sa vie. Il réussit à se rendre à Londres, à rencontrer Charles de Gaulle, et Charles de Gaulle, avec qui, on va dire, excusez-moi l'anglicisme, ça match tout de suite, Charles de Gaulle lui donne une mission, qui est celle de réunifier. Je crois qu'on a affaire à 2 grands hommes, qui sont animés, qui sont au même niveau presque, qui n'avaient pas les mêmes convictions politiques, puisque Jean Moulin était plutôt issu du SFIO, Parti socialiste. Oui. Il a travaillé avec Pierre Cotte, et Charles de Gaulle, qui était plutôt issu d'une famille traditionnaliste catholique de droite. Bien sûr. Voilà. Et pourtant, les deux étaient vraiment avaient le point commun d'aimer la France et de ne pas accepter la défaite. Et donc, Charles de Gaulle demande à Jean Moulin d'unifier les réseaux de résistance. Et à l'époque, les principaux réseaux, c'est Libération d'Emmanuel Dastier de Vigerie, bien sûr le réseau Combat d'Henri Freinet et le réseau Franc-Tireur du communiste Jean-Jacques Soudel. Et bien sûr, chacun est hostile, voire méfiant à une union.
La tâche s'annonce donc ardue et il faut quand même réunir autour de la table des résistants qui ont des convictions politiques opposées, pour ne pas dire divergentes. Trouver un accord, bien sûr, entre les communistes et les partisans d'une politique plus nationale semblait en fait impossible. Jean Moulin arrive à prendre des contacts, fonde un premier projet de comité français de résistance à partir de de 1942 et plus précisément du mois de juin 1942. Depuis le 1er janvier 1942, Jean Moulin, c'est le délégué personnel de De Gaulle en France. Et il doit coordonner les réseaux de résistance qui, en fait, agissent de manière diffuse sur le territoire et bien sûr sans réelle concertation avec les autres groupes, puisque nous avons affaire à des personnes qui sont entrées dans la clandestinité. Tout à fait. Et donc, il est quand même compliqué quand on est dans la clandestinité de se reconnaître. De se faire reconnaître et surtout dans un contexte d'occupation par la France puis par l'armée allemande à partir de novembre 1942 de crier sur les toits qu'on fait partie de la résistance. Donc vous imaginez que ce sont des choses très compliquées. On a en fait une dispersion des forces des résistants et bien sûr cette dispersion rend moins efficace les actions de la résistance. Il faut en fait s'attacher le soutien des mouvements communistes qui sont en fait les mouvements les mieux organisés. Et Jean Moulin et Charles de Gaulle, ils craignent que leur soutien aille plutôt à Moscou qu'à la France libre. Donc il faut vraiment faire en sorte qu'ils soient autour de la table. Les responsables de la France libre, ils sont conscients des difficultés, mais surtout de la nécessité de mettre les réseaux sous l'autorité de Charles de Gaulle, afin bien sûr de couper la pluie des Alliés au général Giraud. Et bien sûr, ensuite, dans un deuxième temps, de préparer un projet politique pour la fin de la guerre. Alors, vous pouvez imaginer aisément que pour mettre en place un tel projet, il faut prendre des contacts, organiser des rencontres clandestines, le tout dans une France occupée. Il faut se rendre compte de ce qu'est la clandestinité, il faut changer de domicile, il faut changer d'identité, il faut mettre fin à ses engagements personnels et professionnels, il faut parfois quitter sa famille pour la mettre à l'abri, puisque vous savez que lorsqu'on arrête un résistant, on peut menacer aisément ses proches. Bref, on rentre vraiment dans une autre vie. Il faut faire don de sa personne à une cause, et cette cause, elle doit nous dépasser. C'est en fait sans énormément de moyens financiers, parce que pour bénéficier d'une aide militaire, il faut avoir le soutien officiel de Londres, et comme je l'ai dit, le soutien des Alliés va pour le moment plus au général Giraud. Malgré tout, sur le terrain, on entreprend des actions de résistance dès la fin des combats en 1940. Alors, on imprime des tracts et des journaux clandestins, on assassine des soldats allemands, on sabote des lignes de communication, les voies de chemin de fer, les lignes téléphoniques, et bien sûr, ces actions entraînent quasiment tout le temps des représailles avec des otages de civils, otages qui sont pour la majorité des cas, pour pas dire dans la plupart des cas, fusillés. Ces actions, elles demandent du temps de préparation, du matériel et aussi un encadrement compétent. Et cet encadrement, en fait, il provient d'anciens militaires qui ont refusé la défaite et qui ont été démobilisés après l'armistice de juin 1940. Mais revenons au Conseil national de la résistance. Nous sommes le 14 mai 1943 et Jean Moulin envoie à Londres, donc bien sûr au siège de la France libre, un télégramme qui indique que tous les mouvements et partis de résistance, ils sont prêts, à admettre que jamais le général de Gaulle soit subordonné au général Giraud. Vous avez de Gaulle qui est un général de brigade 2 étoiles. Giraud est un général à titre temporaire. À titre temporaire. Vous avez le général Giraud qui est un général de division, il me semble, général d'armée. Enfin bref, Giraud est 4 ou 5 étoiles. Voilà, est un général 4 étoiles, oui, c'est ça. Général 4 étoiles et donc est le supérieur de Charles de Gaulle, mais les résistants ne veulent pas que Charles de Gaulle soit son subordonné. Et de Gaulle, début juillet 1940, a été condamné à mort par contumace, a été dégradé, a été spolié de tous ses biens et déchu de la nationalité française. C'est ça. Et le deuxième point de ce CNL, c'est que le seul chef de la résistance française demeure Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, donc, est légitime et il peut continuer à jouer, maintenant seul, pas encore tout à fait, son rôle de chef incontesté de la France libre. Giraud, qui est général d'armée, en fait, il est peu à peu évincé de tout rôle politique et militaire pendant la guerre. En fait, il sera quand même après-guerre, parce que Giraud aura quand même une vie après la guerre, il aura quand même été élu député de la Moselle en 46, membre du Conseil supérieur de la guerre en 48, jusqu'en 48, mais malade, il décéda en 49, et il pourra bénéficier d'obsèques nationales et il est inhumé aux Invalides.
preuve quand même de ses qualités de chef de guerre, puisque aux Invalides, nous avons quand même les plus grands guerriers français. Nous avons bien sûr au premier rang duquel Napoléon Bonaparte, mais également Vauban. Vous avez également, je crois, Foch. Jean-Pierre, tu vas me dire si je m'arrête. Bien sûr, le cercueil de Foch avec porté par les poilus. Voilà. Et puis les Leclerc, les Delattre, les Koenig, Lyotet, tout ça. Pour quand même bénéficier d'une place aux Invalides, il faut quand même avoir fait preuve de bravoure et de nombreux faits d'armes. Nous en venons à la première réunion du CNR qui se déroule à Paris, rue du Four, 6e arrondissement. Nous sommes le 27 mai 1943. Et bien sûr, la présidence de ce nouveau conseil revient naturellement à Jean Moulin. Et il est accompagné de 2 de ses collaborateurs, Pierre Meunier et Robert Chambéron. Ces 2 collaborateurs vont nous donner une description assez précise de cette première réunion du CNR. Bien sûr, vous imaginez qu'il n'y a pas que Jean Moulin et ses 2 collaborateurs. Autour de la table, il y a 17 personnes qui sont bien sûr issues des principaux mouvements de résistance. Donc, je vais les citer. Vous avez le Front National de la Résistance, issu du Parti communiste. Vous avez un groupe qui s'appelle Ceux de Libération, un autre groupe qui s'appelle Ceux de la Résistance. Vous avez les groupes Libération Nord et Sud, l'Organisation civile et militaire, le Fonds patriotique de la jeunesse. Alors, il y a une particularité, c'est qu'il est représenté par une femme qui s'appelle Ginette Cros. Le mouvement Combat d'Henri Freinet, qui est bien sûr représenté, et vous avez le groupe Franc-Tireur. Vous avez, en plus des mouvements de résistants, vous avez les principaux syndicats d'avant-guerre, donc la CGT et la CFTC, et vous aviez également les principaux partis politiques, donc le PCF, la SFIO, on va dire l'ancêtre du Parti Socialiste, pour faire simple. Oui, tout à fait. C'est le parti de Léon Blum. Vous avez le Parti Radical, le Parti Démocrate Populaire, c'est en fait le futur Parti Chrétien-Démocrate. Vous avez l'Alliance démocratique, qui est un parti classé à droite, et la Fédération républicaine, qui est plutôt classée du côté de la droite conservatrice. Ce 27 mai marque en fait un tournant dans l'histoire de France, et nous avons bien sûr le témoignage de Robert Chambéron, qui indiquait « Auparavant, il y avait les résistances, et après le 27 mai, il y eut la résistance. » Avec un grand L. Avec un grand L et un grand R. Celle qui fit de la France un pays allié et qui permit de siéger du côté des vainqueurs en mai 1945. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Mais en fait, ce 27 mai, il se trame une chose que personne ne sait. Parce que le chef de l'Office central de la Sûreté du Reich, qui s'appelle le RSHA, qui est dirigé par un sinistre personnage qui s'appelle Ernst Kaltenbrunner, qui est celui qui a succédé à la personne qu'on appelle le boucher de Prague, dont j'ai mangé le nom, Reinhard Heydrich. Et donc, il envoie un rapport précis au ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle Joachim von Ribbentrop, et il indique « La résistance française représente une menace qui ne doit pas être sous-estimée ». Je vous ai parlé de Kaltenbrunner et de Ribbentrop pour vous dire à quel point ces personnages ont marqué sinistrement l'histoire. Ils ont tous les 2 été pendus en 1946 au tribunal de Nuremberg, là où étaient jugés les principaux criminels de guerre. Ce rapport sur la résistance, il est transmis personnellement à Adolf Hitler le 4 juin 1943 et le Führer y appose sa signature. Une fois que le document officiel est approuvé par la plus haute autorité allemande, la Gestapo, qui est la police politique du Troisième Reich, et l'Abwehr, qui représente les services de contre-espionnage, bien sûr, sont informés d'une menace qui est déjà là, mais qui est bien sûr grandissante, et ils se tiennent plus que jamais prêts à agir. Jean Moulin, il le sait, c'est une cible prioritaire. D'ailleurs, à chaque fois qu'il sort, il est escorté par des gardes du corps, et comme il l'écrit à sa sœur, il a pour projet de passer de l'autre côté de la Manche pour se faire oublier quelque temps, avant de conclure sa lettre pour protéger sa famille. Toi, ne m'envoie rien. C'est vraiment dire à quel point les réseaux étaient pistés, leur courrier. Bien sûr. Donc, vous imaginez les précautions qu'il faut prendre. Max, bien sûr, a un nom de guerre. Il se fait appeler Max ou Rex dans les réseaux de la résistance. Mais il ignore une chose, c'est que les Allemands, par une torture qui est tant psychique que psychologique, tant physique que psychologique, ils arrivent à retourner des résistants et ils arrivent à connaître l'identité des principaux responsables. Car ils ont réussi en fait à accéder aux boîtes aux lettres secrètes des principaux réseaux. Et nous allons voir ensuite comment a abouti l'arrestation de Jean Moulin à Calouire après une deuxième pause musicale. Donc une deuxième pause musicale, bien sûr, Julien, avec Queen, Don't Stop Me Now. 13h33, on est toujours sur Radio Grand Lac ensemble. À tout de suite. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM.
c'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. À 13h37 de retour avec Julien, c'est une autre histoire. Le rendez-vous du deuxième vendredi du mois de 13h à 14h. La prochaine fois, ce sera le 9 juin. Et on parlera du débarquement du 6 juin 1944. Mais là, pour le moment, on est en mai 43. Et on arrive à cette date fatidique et tellement belle dans l'histoire de France du 27 mai 43. Julien, on t'écoute. Donc bien sûr, le Conseil de la Résistance, comme tu viens de l'indiquer, a été créé le 27 mai 1943. Mais Jean Moulin est une cible maintenant prioritaire pour les Allemands. Il y a d'ailleurs un membre important du réseau combat qui s'appelle Jean Multon, qui a été retourné. Alors quand je vous dis retourné, c'est pas physiquement, c'est psychologiquement. C'est qu'en fait, la personne est un agent double. C'est qu'en fait, il reste dans les réseaux de résistance, mais il travaille en fait pour les Allemands. Et il se met le 24 mai au service d'un certain Klaus Barbie, que nous connaissons de manière très sinistre dans la région. Et il participa à obtenir des informations sur un important rendez-vous qui se déroulera le 9 juin 43 à Paris. Et à cette réunion sera présent le général Delestraint, qui n'est rien de moins que le chef de l'armée secrète. Alors, c'est quoi cette armée secrète ? C'est une armée. Merci. Qui est secrète. Qui est secrète. Merci, Julien. Non, en fait, le général Delestraint, c'est un général, comme son nom l'indique, et il dirige l'armée secrète, qui est un groupe situé dans la zone occupée. Voilà, tout à fait. Voilà. Et qui mène aussi des actions de résistance. Il n'est pas au moment, il ne fait pas partie, enfin, il n'est pas présent à la création du Conseil national de la résistance, mais c'est une personne qui est indispensable pour la résistance, puisqu'il s'occupe de toutes les actions en zone où il y a les Allemands, et c'est vraiment une cible prioritaire. Cette réunion où il y aura le général Delestraint se déroule le 9 juin 1943, et ce qui devait arriver arriva, puisqu'il est arrêté à Paris, et l'armée secrète n'a donc plus de chef. En fait, pourquoi les Allemands sont aussi, on va dire, promptes à arrêter des résistants ? Et ben, c'est qu'en fait, ils ont une expérience assez importante dans le domaine, puisque Adolf Hitler est au pouvoir depuis 1933. Il a tous tissé un réseau d'espions, bien sûr, dans le Troisième Reich et ainsi en Europe. Et malheureusement, leur efficacité a été prouvée à de nombreuses reprises. Les espions et la police politique allemande s'étant, entre guillemets, entraînés contre les opposants politiques et, bien sûr, les Juifs, en Allemagne, avant la guerre. En fait, nous avons affaire à des personnes qui sont extrêmement rodées, qui savent se fondre dans la population et surtout qui parlent très bien la langue. Quand vous avez des films avec un soldat, un espion allemand avec, vous savez, l'imperméable, le chapeau, vous imaginez bien qu'une personne qui est espion se fond dans la population, parce que le meilleur moyen de le reconnaître, c'est justement s'il a un imperméable noir et un chapeau. Voilà. Alors, la Gestapo est habillée comme ça, mais les espions allemands étaient bien sûr habillés en civil et maîtrisaient le français parfaitement. En fait, ils ont eu l'occasion de montrer leur efficacité à de nombreuses reprises en France contre les réseaux de résistants. Alors, au niveau politique, la France libre, elle se structure. Le 3 juin est constitué à Alger le Comité français de libération nationale. Ce CFLN, il est coprisé par De Gaulle et Giraud. Et une décision importante est prise. Ce CFLN déclare nul et illégitime le régime de Vichy et gouverne maintenant sur les territoires français coloniaux hostiles à Vichy. Et un an après, le 3 juin 1944, ce SFLN laissera la place au gouvernement provisoire de la République française. Le GPRF. Voilà, c'est ça. Et nous arrivons à cette malheureuse date du 21 juin 1943. C'était l'été. C'est ça, le jour de la fête de la musique. Pas encore. Voilà. Et cette journée, elle marque un tournant dans l'histoire de la résistance, puisque on va assister à Caluire. Nous sommes dans l'agglomération lyonnaise, dans la maison du docteur Dugoujon, l'arrestation de Jean Moulin et de nombreux autres résistants, dont Raymond Braque. Mais comment cela est-il possible ? Puisque vous savez que cette réunion était secrète. Et il fallait bien sûr que, après l'arrestation de Charles Delestraint, il fallait trouver un nouveau chef, un nouveau successeur à la tête de l'armée secrète. Et bien sûr, donc Jean Moulin, le chef du Conseil national de la résistance, il doit trouver une alternative. Et c'est bien sûr dans ce cadre
que s'est déroulée la réunion de Caluire. Vous connaissez bien sûr tous l'histoire. Jean Moulin et l'ensemble des chefs présents à Caluire sont arrêtés par la Gestapo. Et bien sûr, Max est interrogé à la prison de Montluc par Klaus Barbie, sinistrement appelé le boucher de Lyon. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de Reinhard Heydrich, le boucher de Prague. Là, nous avons le boucher de Lyon. En fait, pour tout vous dire, quand vous aviez affaire à un interrogatoire de la Gestapo, il ne faisait preuve... C'était pas une partie de plaisir. D'aucune humanité, vous n'étiez pas un être humain quand vous étiez face à eux. Et Jean Moulin, comme vous le savez, n'a jamais trahi aucun secret, ni donné un seul nom de résistant, malgré des tortures abominables. Et comme me le rappelait tout à l'heure Jean-Pierre, lors de la pause, du discours au Panthéon d'André Malraux, il a indiqué que Jean Moulin n'avait trahi aucun secret, lui qui les savait tous. Jean Moulin est ensuite transféré pour être interrogé à Paris. Là encore, il ne dit rien. Il est ensuite envoyé en Allemagne, puisque les Allemands maintenant savent qu'ils ont mis la main sur Rex, sur Max, et qu'ils ont entre les mains le principal chef de la résistance, et il est envoyé en Allemagne, et il meurt officiellement le 8 juillet 1943 à la gare de Metz. Alors, beaucoup de mystères entourent la mort de Jean Moulin, puisque la seule chose que nous savons de son acte de décès, c'est un acte qui a été rédigé le 25 juillet et qui mentionne seulement la mort d'un ressortissant français mort en territoire allemand, sans plus de précision. Son corps présumé, il est ensuite incinéré et déposé dans le cimetière du Père-Lachaise, et ensuite, vous le savez, pour être transféré au Panthéon lors d'une cérémonie le 19 décembre 1964 pour commémorer les 20 ans de la libération, avec bien sûr le célèbre un des plus beaux discours de l'histoire de France. Discours de l'histoire de France d'André Malraux, ouais. Avec le fameux « Entre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège ». Et on peut se demander comment a pu fonctionner cette osmose entre Jean Moulin et De Gaulle, qui avaient deux parcours politiques différents, deux idéologies différentes et deux comportements également différents. Vous avez Moulin qui est plutôt un homme de gauche, De Gaulle un militaire conservateur, mais ils avaient une chose en commun, c'est le refus de la défaite et une détestation du régime de Vichy. Et en fait, ils avaient aussi une chose en commun, c'est que c'était des personnes qui étaient solitaires. Et ils étaient non seulement solitaires, mais également rebelles, oui. Et ils avaient en fait le même tempérament. Mais fermons la parenthèse et revenons à l'arrestation de Jean Moulin. Comment les Allemands ont pu connaître l'existence de cette fameuse réunion de Caluire ? Là encore, beaucoup de mystères demeurent, mais en fait, il y a une thèse qui semble tenir la corde, c'est celle de la trahison d'un résistant qui s'appelle René Hardy. Alors, je mets des guillemets et je prends des précautions, Jean-Pierre. Je dis bien sûr. Semble tenir, car René Hardy a été jugé à 2 reprises après-guerre et à chaque fois, il a été blanchi des accusations de trahison. Mais quand même, pour être complet, René Hardy, c'est un résistant qui avait été arrêté puis relâché 2 jours avant la réunion de Caluire. Il s'est rendu à cette réunion sans y être invité. Et au moment de l'arrestation, Hardy fut le seul à avoir les mains attachées par une simple corde et non menottées. En fait, beaucoup de preuves semblent plaider contre René Hardy, mais en fait, la Gestapo connaissait bien les méthodes d'infiltration des réseaux et ils avaient plusieurs éléments en main. Le premier, c'est avec la création du CNR et l'arrestation de Delestraint, ils avaient quand même le sentiment que quelque chose allait se passer, puisqu'il fallait quand même remplacer ce général, et donc qu'une réunion exceptionnelle devait être organisée. Ils avaient arrêté quelques jours avant René Hardy, qui pouvait être la taupe idéale selon la Gestapo, et bien sûr, en suivant ses faits et gestes, elle avait la possibilité de faire un coup de filet important, sans forcément savoir que cette réunion allait incorporer Jean Moulin. C'est quand Jean Moulin est arrêté... Max, voilà, quand Jean Moulin est arrêté, les Allemands n'ont pas de photo d'identité, ils ne savent pas qui c'est, mais ils se doutent qu'à cette réunion, il y a une personne importante. Et un autre élément qui est peu étudié, mais qu'il faut quand même avoir en tête, c'est en fait les rivalités internes au sein des réseaux de résistance, car, en fait, malgré l'entente, beaucoup de réseaux se méfient du voisin. Il ne faut pas également oublier que 1943, c'est l'antagonisme entre Giraud et De Gaulle. Bref, les historiens travaillent encore aujourd'hui sur la question du pourquoi et du comment a pu se dérouler l'arrestation de Jean Moulin. On a des hypothèses, des fortes hypothèses, mais nous n'avons pas de certitude. Avec la disparition de Max, c'est Georges Bidault du mouvement Combat qui est choisi pour présider le CNR.
Et vous imaginez bien qu'avec les avancées des Alliés à l'ouest et des Soviétiques à l'est, et donc une armée qui est en proie à des difficultés, la résistance, elle va pouvoir intensifier ses actions. On va retenir quelques dates. Le 4 octobre 1943, qui marque la fin de la libération de la Corse, avec l'aide des maquisards corses et avec l'aide des forces françaises libres. Si vous allez au port d'Ajaccio, vous avez le fameux sous-marin Casablanca, qui a été le premier sous-marin à prendre pied en terre de Corse et à avoir, on va dire, fait débarquer 120 soldats français. Et également, une deuxième date à retenir, c'est la date de janvier-mars 1944, qui est le soulèvement du plateau des Glières. Soulèvement qui s'est soldé par une véritable boucherie, mais qui a signalé une chose, c'était que les Français étaient prêts, même quand la cause semblait perdue, à se battre. Ces opérations, elles ont précédé le débarquement du 6 juin 1944, mais également le débarquement un peu moins connu du 15 août 1944, qui est le débarquement de Provence. Et ces actions, elles ont démontré la chose suivante: les combattants de l'ombre étaient de valeureux soldats. Avec ces succès militaires, on a parlé de la Corse, ou de ces échecs valeureux comme aux Glières, les Alliés sont maintenant conscients que l'après-guerre se jouera maintenant forcément avec la résistance, qui est non seulement combattante, mais également unifiée, et appelée depuis le 1er février 1944, Force française de l'intérieur. En 1944, la situation militaire est très favorable aux Alliés. Je vous ai parlé des différents débarquements, et il faut maintenant réfléchir à un programme politique pour la France d'après-guerre. C'est en cela qu'a été proposé le programme du Conseil national de la résistance, qu'on appelle les Jours heureux, adopté unanimement par le CNR le 15 mars 1944. Que vous soyez communiste, issu d'une droite plus traditionnelle, le programme a été adopté à l'unanimité. Ce programme, il est fondateur pour la France contemporaine, et il est scindé en deux axes. Le premier, il revient sur la légitimité incontestable de Charles de Gaulle, et il faut, bien sûr, créer des comités départementaux de libération. Et en Savoie, ce CDL a été fondé le 22 août 1944, cocorico, à la mode Servolex, comité départemental de libération présidé par Lucien Rose, qui va devenir député après-guerre, qui va devenir député un peu plus d'une année. Et pour avoir assisté aux commémorations du 70e anniversaire de cette de la création du CDL à la mode Servolex, nous avions eu l'honneur de voir Monsieur Pétras, qui était le dernier rescapé Louis Pétras, qui nous a quittés quelques mois après. Mais la seconde partie, le second axe de ce programme du Conseil national de la résistance, c'est bien sûr la réaffirmation des valeurs démocratiques et de liberté, et ensuite toute une série de mesures dans les domaines économiques et sociaux. Donc seront alors rétablies la liberté de la presse, la démocratie, le suffrage universel, avec pour la première fois de l'histoire la possibilité donnée aux femmes de voter. Ce sera à l'occasion des élections municipales de 1945. Au niveau économique, on s'inspire de ce qu'on appelle les plans, où en fait l'État doit reprendre sa place dans les outils industriels, à l'exemple de la nationalisation de l'entreprise Renault. Pourquoi Renault a été nationalisé ? Parce que on va dire que la famille Renault n'a pas forcément travaillé pour le bon camp pendant la guerre. Et cet axe du programme, quand on parle de plan, c'est bien sûr des mesures préconisées par les communistes, mais le général de Gaulle les assume totalement. Et bien sûr, nous avons tout un plan de mesures sociales avec le réajustement des salaires. On peut ajouter la sacralisation de la semaine de 40 heures et bien sûr tout un volet consacré à la création de la sécurité sociale qui permet à chacun de vivre décemment. Le 21 octobre 1945, vous avez des élections constituantes, puisqu'il faut donner une constitution à la France, et 75% des voix sont allées à des partis qui ont participé au CNR, avec, bien sûr, le principal parti de l'époque, le Parti communiste de Maurice Thorez. Charles de Gaulle devient donc président de ce gouvernement provisoire, mais seulement pour un peu plus d'un mois, puisque très rapidement, il va réprouver le régime dit des partis, et le CNR et son programme sont en fait fondamentaux dans l'histoire française, avec l'élaboration, nous en avons entendu encore parler il y a très récemment, de mesures qui existent toujours aujourd'hui. La plus célèbre et la plus importante, c'est probablement la création de la sécurité sociale, la Sécu, le 4 octobre 1945,
Mais ça, Jean-Pierre, c'est une autre histoire. Merci Julien pour cet exposé sur le Conseil national de la résistance et cette première réunion tenue le 27 mai 1943. Il y aura bientôt 80 ans. Ce soir où la France avait rendez-vous avec elle-même, enfin, après 3 ans. On marque une dernière pause musicale et ensuite quelques questions qui viennent des auditeurs. Donc voilà, je les reçois en direct. En direct, et donc nous revenons tout de suite. Ne bouge pas. Allez, on y va, c'est parti, une petite pause musicale. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Et à 13h57, il est temps d'aborder les 2 questions qui ont été posées par nos auditeurs, cher Julien, après cet exposé sur, il y a 80 ans, la création du Conseil national de la résistance et sa première réunion. Nous avons beaucoup évoqué l'histoire de la résistance. Vous avez beaucoup évoqué l'histoire de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, mais quel a été son impact exact sur le conflit ? Eh bien, en fait, près de 80 ans après la fin des combats, maintenant, bien sûr, les historiens ayant beaucoup travaillé sur cette question, c'est possible de se faire une idée précise de l'impact des réseaux de résistance sur le conflit, sur la libération de la France. Si nous prenons en fait la résistance intérieure, l'œuvre principale, c'est l'œuvre politique. On veut dire même que c'est une œuvre qui est immense, avec bien sûr la création du CNR, sous l'impulsion de Charles de Gaulle et de Jean Moulin. Et ce CNR a permis de reconnaître le général comme chef incontesté de la France libre et bien sûr, comme je l'ai indiqué, de faire figurer la France parmi les pays vainqueurs. Et la conséquence directe de cela, c'est la France qui fait partie des signataires de l'acte de capitulation. Alors quand on dit capitulation, c'est capitulation sans condition des forces armées, aériennes et maritimes de l'Allemagne, le 7 mai, qui est la date 1945, qui est la date de la première signature qui a eu lieu à Reims, et le représentant de la France libre était le général Sevet, qui est originaire du Bourget-du-Lac. Et communément, nous avons retenu la date du 8 mai, qui est la date de la signature à Berlin. Le fait que la France figure parmi les pays vainqueurs lui permet de siéger au Conseil national de sécurité de l'ONU, avec un statut de membre permanent, avec le droit de veto, qui est vraiment une chose importante. Bref, en fait, Charles de Gaulle devient, avec le CNR, légitime. Et ça, on peut dire que c'était pas gagné d'avance. En fait, nous avons affaire à un seul homme, qui était quasiment seul, général d'une armée défaite. Alors, quand je dis défaite, c'est plutôt humilié, et qui arrivera par amour de la France, et grâce à la conviction, en fait, politique, dès le 18 juin 1940, que la guerre pouvait et devait être gagnée, eh bien, il a réussi, petit à petit, malgré l'opposition des Américains, à être le chef d'une France unie et vainqueur. Sur un plan plus militaire, des études démontrent que l'apport de la résistance il a été important, bien sûr, mais pas décisif. La France n'a pas été la Yougoslavie, qui a été le seul pays européen à se libérer elle-même, on va dire, puisque ce sont les résistants intérieurs qui ont libéré la Yougoslavie. Les réseaux de résistants, ils ont joué un rôle important pour fixer des unités allemandes, en sabotant les voies de chemin de fer, les voies de communication, ou en se soulevant contre l'occupant, comme ce fut le cas à Paris à l'été 1944. Du point de vue militaire, la résistance, elle a aidé les troupes alliées, avant et après les débarquements du 6 juin et du 15 août, mais, comme je l'ai dit, n'a pas eu un impact décisif. Il faut surtout reconnaître à la résistance son importance politique. Bien sûr. D'accord. Et la dernière question, lors des commémorations du 8 mai dernier, Emmanuel Macron, président de la République, s'est rendu à la prison de Montluc à Lyon. En quoi ce lieu est le symbole de la résistance ? Alors, la prison de Montluc, elle est sinistrement entrée dans les mémoires, car c'est dans ce lieu que fut interné Jean Moulin, et ainsi que 10 000 autres personnes, alors surtout des résistants, mais pas seulement, puisque les enfants de la maison d'Isieux ont été aussi internés à Montluc. Et bien sûr, cette prison était le point de départ avant un autre départ pour les camps de concentration et d'extermination. Après-guerre, cette prison a été transformée en prison. Elle a toujours été prison avant et après-guerre, non, parce que dans certains pays, les prisons qui ont accueilli la Gestapo ont été rasées. Non, nous, on l'a gardée et transformée en prison, et ça nous a permis en 1983 d'accueillir Klaus Barbie, alors prisonnier, à la prison de Montluc, après ordre de Robert Badinter, puisqu'il fallait que le bourreau dorme
dans les cellules de ses victimes. En fait, depuis 2014, le fort de Montluc, il figure dans la liste des hauts lieux de la mémoire nationale, au titre, entre guillemets, de l'internement par le Vichy et les autorités allemandes pendant l'occupation 1940-1944. Et son conseil d'orientation, il est présidé par un Savoyard qui est Jean-Olivier Viou depuis les années 2010. Merci. Merci Jean-Pierre pour ces questions. Julien. On se donne rendez-vous le 9 juin. Eh ben écoute, le 9 juin, c'est promis, vendredi 9 juin de 13h à 14h. Et nous allons parler de l'opération Overlord. Ah, le 6 juin 1944. Pom, 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 pom. Les sangles longs des violons de l'automne, etc., etc. Merci Julien, merci à tous Jean-Pierre, pour merci votre à vous. fidélité, pour votre écoute. Merci papa, maman. Et Marion aussi. Marion qui nous écoute. Bon après-midi à toutes et à tous sur le 92.1, sur radiograndlac.com, dans le grand bain de la vie locale. Bon après-midi les amis. Merci. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac.